Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, les sources qu'on explore nous plongent direct et sans ménagement au cœur d'un drame psychologique, d'une intensité assez rare. Ah oui? On va suivre vraiment pas à pas toute une série d'événements complètement fous et tous déclenchés par une seule chose en fait. L'orgueil. L'orgueil démesuré d'un homme qui vient de se faire humilier. Cet homme, c'est Pierre Petrovitch Loujine. Et notre mission, si on peut dire, c'est de démonter pièce par pièce cette mécanique infernale. On va voir comment une machination d'une cruauté incroyable est conçue, comment elle dérape pour créer un chaos total, Oui, et comment tout ça nous mène à une confession finale qui est juste stupéfiante. C'est une vraie plongée dans ce qui arrive quand l'humiliation, la pauvreté et des idéologies radicales se rencontrent. Ça crée une véritable explosion humaine. c'est exactement ça. Et le point de départ est presque ironique. Cet homme, Loujine, qui vient de se faire éconduire publiquement, il est seul et il rumine sa vengeance. Mhm. Mais sa toute première pensée, c'est pas la haine pure. C'est une réflexion très pragmatique. Pourquoi diable ai-je été si mesquin? Il réalise qu'il a fait une erreur de calcul. Et cette prise de conscience, au lieu de l'amener à plus de générosité, elle va lui donner l'idée d'un piège absolument diabolique. Mais sa toute première pensée, c'est pas la haine pure. C'est une réflexion très pragmatique. Alors, pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment se mettre dans la tête de ce Loujine. Il est plus que vexé. Ah non, c'est bien au-delà de ça. Viennent d'être rompus devant tout le monde. Le texte est très imagé. Il dit que le serpent noir de l'amour-propre blessé lui avait rongé le cœur. Oula. Et c'est là qu'il a cette illumination un peu tordue. Il aurait dû leur donner de l'argent avant, une quinzaine de roubles, juste assez pour les mettre dans sa poche, moralement. C'est fascinant, parce que ça révèle toute sa vision du monde. Pour lui, c'est pas une question d'amour ou d'affection, Non, bien sûr que non. c'est une question de contrôle. Le mariage, dans son esprit, c'est un business plan. Il a choisi une femme pauvre et sans défense précisément pour ça, pour qu'elle lui soit éternellement redevable, qu'elle le voie comme un bienfaiteur. D'accord. Cet arrangement, c'est pas un chagrin d'amour, c'est une faillite. C'est une insulte personnelle à son intelligence et à son statut. Ah oui. Son plan de vengeance, c'est donc pas juste pour faire du mal, c'est pour reprendre le pouvoir. C'est une OPA hostile, pour redevenir le personnage principal de l'histoire. Et pour lancer cette OPA, il a un pion assez inattendu à sa disposition, son colocataire, Andrei Semenovitch Lebeziatnikov. Un personnage incroyable, lui. C'est le progressiste de service, vous savez, un de ces jeunes intellectuels de l'époque, idéaliste, un peu naïf, Oui. qui dévore les nouvelles théories sociales, comme celle de Fourier sur les communautés utopiques ou les découvertes de Darwin, et qui pense avoir tout compris au monde. Oui, il est la caricature parfaite du jeune radical qui veut développer les gens. Il est sincère, mais Mais complètement à côté de la plaque. totalement. Il essaye par exemple d'expliquer à Sonia, une jeune femme contrainte à la prostitution, que sa situation est en fait une protestation énergique contre l'organisation sociale. C'est d'un ridicule, presque touchant. Et Loujine, lui, il le méprise ouvertement. Il le traite d'imbécile, de hâbleur, mais en même temps, il le craint un peu parce qu'il représente ces nouveaux cercles d'idées qui, je cite, font la guerre à tout le monde. Mais en y réfléchissant, ce plan est incroyablement risqué, non ? Ah bah oui. Il repose entièrement sur l'interprétation d'un seul témoin, ce Lebeziatnikov qu'il déteste. N'est-ce pas là le signe d'une arrogance immense ? C'est toute la question. C'est ce qui rend la scène si brillante. Son arrogance est telle qu'il ne voit pas les Lebeziatnikov comme un être humain capable de jugement. Non, Pour lui, c'est un simple outil, une caméra de surveillance qu'il peut manipuler. Il est tellement aveuglé par son propre génie tactique qu'il ne voit pas la faille béante qui est juste sous ses yeux. il pense que la bêtise de l'autre est une garantie de succès. C'est là toute l'ironie. Ce sera exactement l'inverse. Et la mise en place de ce piège, elle est d'une précision chirurgicale. Loujine demande à Lebeziatnikov de faire venir Sonia. Une fois qu'elle est là, devant ce témoin qu'il a lui-même choisi, il lui tend solennellement un billet de 10 roubles. Officiellement, c'est un don pour aider sa belle-mère, Katerina Ivanovna, qui est dans une misère pas possible. Il joue le grand seigneur. Le grand seigneur, exactement. Il met en scène sa propre générosité, et puis vient le geste clé. Au moment où Sonia part, il lui serre la main pour lui dire au revoir. Oui. Et de son autre main cachée, il lui glisse dans la poche un billet de 100 roubles, plié en 8 pour qu'il soit le plus petit possible.
C'est rapide, c'est discret. C'est un geste de pickpocket inversé, en fait. Et le plus fou, c'est que Lebeziatnikov voit la scène. Il voit le geste de la main. Oui, mais son cerveau, qui est conditionné par ses idéaux, l'interprète de la manière la plus naïve qui soit. Il se dit « Ah, voilà un homme qui fait une bonne action en secret. Il est si noble qu'il veut fuir les remerciements. » C'est incroyable. Il voit de la grandeur d'âme là où il n'y a que le plus sordide des calculs. C'est un cas d'école d'aveuglement idéologique. Totalement. Il projette ses propres valeurs sur un homme qui n'en a aucune. Et Lugin compte là-dessus. Il est persuadé d'avoir tout maîtrisé, d'avoir son témoin idéal qui a vu juste ce qu'il fallait voir, sans rien comprendre. Et ce calcul, Lugin va le mettre en scène dans le pire endroit possible, au moment le plus chaotique qui soit. Le fameux dîner funèbre organisé par Katerina Ivanovna. Et là, c'est une scène d'anthologie. Et ce calcul, Lugin va le mettre en scène dans le pire endroit possible, au moment le plus chaotique qui soit. Il faut s'imaginer le tableau. Katerina Ivanovna, la veuve de Marmeladov, elle vient de perdre son mari et elle utilise ses tout derniers kopecks pour organiser un repas d'enterrement. Mais ce n'est pas un hommage, c'est une tentative désespérée de sauver les apparences, de prouver au monde qu'elle n'est pas n'importe qui. L'ambiance est surréaliste. C'est le chaos. Le chaos. Les invités sont ses voisins de palier, tous plus misérables les uns que les autres. Il y a un Polonais qui dit rien, des fonctionnaires minables. La vaisselle est épareillée, la nourriture est rare. C'est un chaos qui atteint son paroxysme quand une dispute éclate entre Katerina et sa logeuse, une Allemande, Amalia Ivanovna, au sujet de leur noblesse respective. Oui, surréal. C'est pathétique et en même temps profondément humain. C'est là qu'on touche à quelque chose de très fort, ce qu'on pourrait appeler l'orgueil des démunis. Pour Katerina, ce dîner, c'est pas juste un repas. C'est son dernier rempart contre l'humiliation totale, son dernier combat pour la dignité. C'est sa façon de crier au monde qu'elle existe. Exactement. Qu'elle a de la valeur, même si le résultat est tragiquement grotesque. Et c'est au milieu de ce spectacle navrant, au moment où la tension est à son comble, que la porte s'ouvre et que Lugin fait son entrée. Il a choisi son moment. Ah, parfaitement. Il a un air grave, solennel. Il attend que le silence se fasse, puis d'une voix posée et accusatrice, il déclare publiquement que Sonia, la fille de Katerina Ivanovna, vient de lui voler 100 roubles. C'est du grand théâtre. Il joue le rôle de l'homme raisonnable, du bienfaiteur trahi qui est peiné d'en arriver là. Il expose les faits méthodiquement. Oui. Je lui ai donné 10 roubles, j'avais un billet de 100 roubles, il a disparu. Et Sonia est la seule personne que j'ai vue depuis. La logique semble implacable. Il est calme, il est précis, il est crédible. Le piège est parfait. La réaction de Katerina Ivanovna, elle est foudroyante. Elle devient folle de rage. Elle explose. Elle hurle que sa fille, sa Sonia, est incapable d'une telle bassesse. Et dans sa fureur, pour prouver l'innocence de sa fille, elle fait la pire chose possible. Elle attrape Sonia et commence à lui vider les poches devant tout le monde, en criant « Fouillez-la !» Oh non. Et là, c'est le drame. Un petit papier plié tombe par terre. Le billet de 100 roubles. Un silence de mort s'installe dans la pièce. Le piège vient de se refermer. C'est un moment terrible. On peut presque sentir le regard de tous les invités sur cette jeune fille anéantie et sur cette mère qui vient, sans le vouloir, de condamner son propre enfant. C'est ça. Lugin a gagné. Il a réussi à détruire la réputation de Sonia et, par ricochet, à jeter le discrédit sur Raskolnikov qui la protège. C'est une humiliation publique absolue. Mais c'est là que l'imprévu se produit. Lebeziatnikov, le parfait imbécile, Oui, qui était resté silencieux jusque-là, s'avance. On s'attend à ce qu'il confirme la version de Lugin. Et à la place, il déclare, tremblant mais déterminé, « C'est un mensonge infâme. » C'est lui-même qui a glissé le billet dans la poche de Sonia. Je l'ai vu de mes propres yeux. La bombe est lâchée, tout bascule. Et c'est là que Raskolnikov, qui avait tout observé en silence, se lève et prend la parole. Non, il va beaucoup plus loin. Il expose, avec une logique froide implacable, toute la psychologie derrière le complot de Lugin. Il explique pourquoi Lugin a fait ça. Pour le discréditer lui, Raskolnikov, aux yeux de sa mère et de sa sœur, pour pouvoir les récupérer. Il ne le dénonce pas seulement comme un menteur, il le dissèque. Il le dissèque comme un insecte. Il met à nu ses motivations les plus viles devant tout le monde. L'humiliateur devient l'humilié. Lugin est démasqué et il est forcé de s'enfuir sous les insultes.
On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur cette victoire morale, mais les conséquences de cette esclandre sont absolument terribles. Ah oui? La logeuse, Amalia Ivanovna, profite du scandale pour mettre Katerina et ses enfants à la porte. Littéralement à la rue. Et c'est là que Katerina Ivanovna bascule complètement dans la folie. C'est une des scènes les plus déchirantes du récit. Oui, Elle erre dans les rues de Pétersbourg en haillons avec ses 3 jeunes enfants. Elle les force à chanter, à danser et elle essaye de les faire mendier pour prouver qu'ils sont issus d'une bonne famille. C'est un spectacle tragique qui se termine brutalement. elle est prise d'une quinte de toux, crache le sang et s'effondre. Elle meurt quelques instants plus tard dans la chambre misérable de Sonia. Cette mort, aussi terrible soit-elle, elle sert de catalyseur. C'est après avoir assisté à cette agonie que Raskolnikov, qui porte le poids de son propre crime, décide d'aller voir Sonia. Et il y a une tension insoutenable dans cette scène. Il ne vient pas pour avouer directement, il la torture presque psychologiquement, il la pousse dans ses retranchements, il la questionne sur Dieu, sur le mal. Jusqu'au moment où il craque. Il craque. Il avoue. C'est lui qui a tué la vieille prêteuse sur gage et sa sœur Elisabeth. Et le texte insiste sur le moment précis où il sait qu'elle a compris. Ce n'est pas quand il le dit, c'est juste avant. Il voit sur le visage de Sonia la même expression de terreur absolue qu'il avait vue sur le visage d'Elisabeth. La sœur de sa victime. La sœur de sa victime juste avant de la frapper. C'est un écho monstrueux de son crime. Et la réaction de Sonia, à ce moment-là, c'est le véritable pivot de toute l'œuvre. Oui, parce qu'elle ne réagit pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Il n'y a pas de dégoût, pas de jugement, pas de peur pour elle-même. La première chose qu'elle fait, c'est de se jeter à son cou, de le serrer dans ses bras et de pleurer. Et sa première phrase est inouïe. Elle lui dit « Il n'y a pas un homme plus malheureux que toi sur cette terre ». C'est fondamental. Elle voit la souffrance avant de voir le monstre. Elle voit l'âme torturée avant de voir le criminel. C'est cette compassion, presque surhumaine, qui fait d'elle la seule voie de salut possible pour lui. N'importe qui d'autre l'aurait condamné. Tout à fait. Elle partage son fardeau. Elle ne l'excuse pas, mais elle pleure avec lui sur ce qu'il est devenu. Raskolnikov, lui, il essaie de se justifier. Il a besoin d'expliquer. Et il rejette l'idée qu'il est tué par nécessité pour l'argent. Non, il se lance dans l'explication de sa fameuse théorie, sa grande idée. À la voya. L'idée qu'il y aurait 2 types d'hommes. Les gens ordinaires, le matériau, et les hommes extraordinaires, les Napoléons, qui auraient le droit de transgresser la loi, de verser le sang si c'est pour le bien d'une idée nouvelle. Et il le dit crûment. J'ai voulu devenir un Napoléon. Voilà pourquoi j'ai tué. Mais c'est une justification qui s'effondre au moment même où il la prononce. Il avoue son échec. Oui, Il explique que le simple fait de s'être demandé, après le crime, s'il avait le droit de tuer, ça prouve qu'il ne l'avait pas. Un vrai Napoléon, selon lui, n'aurait pas eu de doute, pas de remords. il serait passé par-dessus les cadavres sans scier. Voilà. Raskolnikov, lui, a été dévoré par la culpabilité et l'angoisse. Il n'est pas un surhomme. Et sa conclusion est terrible. Je ne suis qu'une vermine. Son idéologie l'a écrasé. Et la réponse de Sonia, elle, est à des années-lumière de ce débat intellectuel. Elle ne discute pas sa théorie sur Napoléon. Elle s'en fiche en fait. Sa réponse est d'un autre ordre. Elle est spirituelle? Elle est viscérale, exactement. Elle lui impose un rituel de repentance publique. Elle lui dit « Va tout de suite, au carrefour, prosterne-toi, basse la terre que tu as souillée, puis dis à tout le monde, à voix haute, j'ai tué. » C'est un affrontement direct entre 2 visions du monde. Carrément. D'un côté, l'idéologie abstraite et orgueilleuse de Raskolnikov, qui a voulu se placer au-dessus de l'humanité, et de l'autre, la foi de Sonia, qui est ancrée dans l'humilité, le partage de la souffrance et l'acceptation du châtiment comme seule voie possible vers la rédemption. Il faut qu'il redescende sur Terre. Au sens propre du terme. En suivant le fil de ces événements, on est passé d'un complot minable, né de l'amour-propre blessé, à une humiliation publique qui tourne au fiasco, pour finalement aboutir à une confession, qui n'est pas juste un aveu. C'est la démolition en direct d'une idéologie mortifère. Tout à fait. Chaque étape nous a entraînés plus profondément dans les abîmes de la psyché humaine. Et juste au moment où l'on pense que cette confession, aussi douloureuse soit-elle, peut être le début de quelque chose, le début d'une reconstruction, le récit nous assène un dernier coup de poignard. Ah oui. Un autre personnage, le très sinistre Svidrigaïlov, qui se révèle être le voisin de chambre de Sonia, apparaît et glisse à Raskolnikov qu'il était là, derrière la cloison, et qu'il a absolument tout entendu. Tout. Ce qui soulève une question vertigineuse pour la suite.
Que se passe-t-il quand l'aveu le plus intime, celui qui est censé ouvrir la voie à la rédemption, tombe entre les mains de la pire personne possible? Que devient la vérité quand elle est possédée par quelqu'un qui ne s'intéresse ni à la justice, ni au pardon, mais uniquement au chantage et la manipulation? La connaissance de la vérité est-elle toujours une libération, ou peut-elle devenir la plus redoutable des armes?